nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité de la semaine dernière. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Peut-on encore débattre ?» Selon la tradition du 1, une question, plusieurs regards, on trouve donc celui de Pierre-Henri Tavoyot, aussi bien que celui de Rokhaya Diallo ou de Pascal Horry, avec en arrière-fond l'orpailleur Louis Chevalier, l'orpailleur de poésie, qui cite le « Mourir pour des idées » de Brassens, et aussi un extrait de L'art d'avoir toujours raison selon Schopenhauer. J'ajoute que viennent de paraître le nouveau numéro de Zadig, la revue, l'une des revues du 1, le 7e numéro, beau succès, numéro de Zadig qui rassemble témoignages et reportages autour du thème « Changer de vie » et vient de paraître aussi Légende, une nouvelle création du 1, le 2e numéro, qui a pour ambition de raconter l'époque à travers ses figures de légende et qui, pour son 2e numéro, après Zinedine Zidane, a choisi pour héroïne Angela Davis. Nous vivons de vos contributions et de vos encouragements. Soyez remerciés des unes et ne nous ménagez aucune des autres, nous ménagez ni les unes ni les autres en réalité, et soyez remerciés de tout. Et les secondes, absolument. Merci Jean-Louis. Et nous allons commencer par nous intéresser, j'avais intitulé cette présentation « Le retour de la dépense publique », mais François Bujon de l'Étang me fait remarquer qu'elle n'était jamais vraiment partie, mais enfin nous disons, restons sur cet intitulé imparfait. Le Premier ministre a présenté le 3 septembre un plan de relance de 100 milliards d'euros, dont l'objectif est de retrouver dès 2022 le niveau d'avant-crise, soit l'équivalent de 4 points de croissance. Le plan vise également à préparer la France de 2030. 100 milliards, c'est considérable, a déclaré Jean Castex. C'est presque 4 fois plus que le plan de relance de 2008. Le même jour, François Bayrou a été nommé au commissaire du plan, mesure qui marque la renaissance d'un commissariat qui était effectif de 1946 à 2006. Baptisé France Relance, le plan comporte 3 piliers, la transition écologique avec 30 milliards d'euros, la compétitivité et l'innovation pour 35 milliards, et un dernier volet baptisé cohésion sociale et territoriale qui bénéficiera également de 35 milliards d'euros. L'exécutif espère avec ce plan créer 160 000 emplois supplémentaires en 2021, alors que 800 000 destructions de postes sont attendues en 2020. Nous dépasserons largement les 10% de taux de chômage dans les mois qui viennent. Nous voulons revenir en dessous au début 2022, a précisé Bruno Le Maire. Le plan sera financé par un recours massif à la dette. L'Europe doit y contribuer pour 40 milliards d'euros. Il ne sera pas financé par des augmentations d'impôts, assure le Premier ministre. Le choix assumé du gouvernement est donc de laisser filer la dette et de miser sur le retour de la croissance pour la résorber. C'est le temps de la dépense publique, affirme-t-on désormais à Bercy. Le temps de remettre sur pied l'économie française. La dette publique devrait rester à 120% du PIB, un ratio que le ministère de l'économie et des finances souhaite ne voir baisser qu'à partir de 2025. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, le coût de la crise a été porté à hauteur de 56% par les administrations publiques, de 40% par les entreprises et de seulement 4% par les ménages. Un sondage de l'Institut Odoxa Densu Consulting pour Le Figaro et France Info indique que 71% des Français jugent que c'est un bon plan de relance. Ils sont à 70% favorables à la répartition de la somme et près de 2 d'entre eux sur 3 pensent que ce plan permettra, je cite, de protéger les entreprises avec efficacité et même de favoriser l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes. Ils sont néanmoins une courte majorité, 52%, à croire en sa capacité à favoriser la transition écologique et 68% de sondés ne croient pas à la promesse du gouvernement de ne pas augmenter les impôts, tandis que 51% craignent le poids de la dette pour les générations futures. Sur cette question,
Marc-Olivier Padis. Pour mettre d'accord la formulation de Philippe avec celle de François, on pourrait dire qu'on franchit un nouveau cap dans la dépense publique, effectivement, qui a toujours été élevé en France, mais là qui dépasse très largement les seuils qui étaient jusqu'à présent visés. Alors, après le confinement, le retour de l'activité a été quand même assez rapide. On considère qu'à la fin de l'année, on aura repris à peu près 95% du niveau d'activité qui prévalait avant. Mais le différentiel, c'est-à-dire vraiment passer de 95 à 100%, là, ça va être très, très dur. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas, avant 2022, à retrouver vraiment complètement le niveau d'activité. Et c'est ce qui justifie une intervention massive des pouvoirs publics. L'autre chose qui justifie une intervention importante, c'est le fait que s'il y a un rebond de l'activité, ce rebond est très différencié. C'est-à-dire que tous les secteurs ne repartent pas de la même façon. Il y a des secteurs qui sont repartis très très vite, notamment au côté de la consommation des ménages sur un certain nombre de biens. Et puis il y a des secteurs qui souffrent beaucoup plus que d'autres. Par exemple, la culture. On voit bien qu'avec le maintien des mesures de protection, toute l'activité culturelle, les cinémas, les théâtres, les concerts, les festivals, ne peuvent pas retrouver le niveau qui était le leur auparavant. Et donc, il faut prévoir des choses. Alors, comme vous l'avez dit, Philippe, il y a finalement un double horizon temporel dans ce plan. Il y a à la fois visé un retour de l'activité à peu près à 100% en 2022, et puis il y a un horizon plus large à 2030, en encourageant en fait une transformation de l'économie. Parce que ce qu'on sent dans cette crise, avec l'expérience des crises précédentes, et la précédente en 2008 n'est pas si lointaine, c'est que ces crises sont des moments assez cruciaux en fait pour un certain nombre de secteurs. Et là, on sent bien que tous les secteurs qui sont liés à la mobilité sont particulièrement touchés par la crise et doivent, en même temps, sont à un moment où ils doivent changer de modèle. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout le premier plan du volet, qui est le volet le plus vert, va concerner les secteurs de la mobilité qui sont particulièrement consommateurs en carbone. Donc, toute la filière aéronautique, qui est quand même très, très importante pour l'économie française et surtout pour l'industrie, puisque l'industrie aéronautique, qui a exporté en 2019 pour 64 milliards d'euros, a pesé pour 13% des exportations françaises. Donc, si notre secteur aéronautique est durablement affaibli, ça va avoir un effet non seulement pour Airbus, mais aussi tous les sous-traitants, et puis un effet territorial très fort, puisqu'on sait que toute la région de Toulouse est très tournée vers cette activité. Et donc, l'automobile aussi est concernée, et donc tout ce qui peut aider à décarboner ce secteur est bienvenu, et donc ça suppose beaucoup d'investissement. Et donc l'investissement dans la rénovation du réseau de chemin de fer aussi participe de cette vision d'une transition environnementale, la rénovation énergétique des bâtiments, qui est un des gros aspects du plan de relance. Mais tout ça aura des effets finalement à moyen et à long terme, et assez peu à court terme, ce qui fait qu'on peut s'inquiéter sur les effets sociaux et politiques que va avoir l'augmentation probable du chômage dans les mois qui viennent, puisque en fait, ce qui s'est passé pour le moment, c'est que les activités de soutien, notamment l'activité partielle, dont on a beaucoup parlé, a limité le chômage. En fait, l'activité a baissé sur cette année, au total, on aura baissé de 10%, alors que l'emploi, lui, n'a reculé que de 2,8%. Donc, on a vraiment protégé l'emploi jusqu'à présent, mais s'il y a des faillites d'entreprises en série, etc., le chômage va augmenter assez fortement. Et ça, même si le plan donne une perspective à moyen terme pour les entreprises
qui leur permettent d'investir parce qu'elles ont un chemin, elles ont une espèce de sécurité vis-à-vis de l'avenir, eh bien, il y aura quand même une montée du chômage et celle-là peut avoir des effets politiques assez redoutables. Michaëla Wiegel. Oui, comme vous avez tous remarqué lors de la présentation de ce fameux plan France Relance, au cœur était le logo européen, non seulement parce que l'Europe va permettre justement une bonne partie du financement, mais aussi parce que normalement, et on en a peu parlé jusqu'à maintenant, ce plan s'en sert dans un projet européen et que la France à promission, en tous les cas, c'est l'objectif allemand de mettre aussi à nouveau à faire redémarrer les économies européennes les plus fortement touchées par la pandémie actuelle. Alors, ce qui est intéressant, quelques observations sur ce volet, sur cette dimension européenne. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que tout d'abord, c'est un test grandeur nature pour ce qui est la pensée dominante économique française et qui était toujours opposée à l'approche allemande, c'est-à-dire on peut relancer par un endettement forcené, on peut relancer l'économie, stabiliser les comptes sociaux, éviter un chômage de masse, etc. L'Allemagne, pendant des années, et lors de la dernière crise, comme Marc-Olivier l'a mentionné, avait pris un chemin beaucoup plus prudent. Cette fois-ci, il y a un changement d'attitude et le plan de relance allemand, d'ailleurs, en ordre de grandeur, est beaucoup plus important que le plan français. Et il est aussi très différent quand on regarde de près. En Allemagne, on a une baisse de la TVA. La France n'a pas considéré que pour faire redémarrer la demande intérieure, il fallait baisser la TVA. L'Allemagne a aussi opté pour un soutien des familles. Pour chaque enfant, il y a un chèque, enfin, il y a une subvention de 300 € parce qu'on veut aider les familles dont on considère qu'ils sont plus durement frappés par cette épidémie. Rien de tel en France. Très intéressant aussi, il y a un soutien massif à tous les autres auto-entrepreneurs, à tous les startups, sans grand examen de leurs droits. Beaucoup étaient même très étonnés d'avoir touché leurs aides si rapidement. Et donc, il y a un soutien massif, aux ménages privés, si on veut dire ainsi, et moins seulement basé sur les entreprises. Et je crois... on peut parler en Allemagne d'un véritable plan de relance. En France, je dirais, comme Marc-Olivier vient de le dire, on a plus un plan de transformation. J'ai même l'impression, alors que le président Macron était en quelque sorte freiné par le mouvement des Gilets jaunes et aussi par les dernières manifestations contre la réforme de la retraite dans son élan réformateur, avec ce plan, par l'arrière-porte, il essaye de mener à bien son projet de transformation qu'il n'avait pas réussi jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que ça peut fonctionner dans ce contexte européen que j'ai dit en entrée ? Permettez-moi d'avoir quelques doutes. Tout d'abord, comme Marc-Olivier vient de le dire, un plan de transformation est bien sûr, dans l'échelle du temps, pas du tout efficace de la même façon qu'un véritable plan de relance. Alors, dans l'entre-deux, et en plus, on est quand même proche de la prochaine échéance présidentielle, est-ce que ça ne va pas créer justement à nouveau des tensions sociales qui vont aller aux dépens de cette transformation? Et deuxièmement, et ça m'a frappé aussi dans la présentation du plan France Relance. En Allemagne, dans toutes les mesures, un mot revient sans cesse, c'est Corona, Corona, Corona. Tout est mise en perspective avec en même temps une stratégie très cohérente de dépistage, de traçage, et on voit en France, malheureusement,
on a un redémarrage de l'épidémie. On a, je pense, un début de deuxième vague, même si c'est trop tôt pour être définitif. En tous les cas, on constate que la stratégie de dépistage est absolument défaillante, qu'on n'arrive pas à contrôler l'épidémie. Et donc, j'ai très peur que le meilleur plan de relance du monde ne puisse pas fonctionner si on a un redémarrage de l'épidémie. François Bujon de l'Étang. Alors, beaucoup de choses qui viennent d'être dites par Michaëla sont très intéressantes. Je voulais, justement, sur le plan sémantique, faire une remarque sur le plan sémantique. Je ne suis pas sûr que le terme de plan de relance soit approprié, effectivement, comme vous l'avez dit, au plan français, parce qu'il est plus qu'un plan de relance. Il se veut plus qu'un plan de relance. La relance, traditionnelle, c'est une relance keynésienne, c'est une relance de la demande, c'est une baisse de la TVA, comme les Allemands, par exemple, ont décidé de le faire à titre temporaire, d'ailleurs. C'est un peu ce qu'on avait fait après 2008, après la crise de 2008. Là, il est clair que le gouvernement français veut autre chose. Il estime que toute crise doit être considérée comme une opportunité et que par conséquent, il faut un plan qui soit tourné non seulement vers la relance de l'économie, qui est bien entendu une priorité, mais vers la préparation de l'avenir. Et c'est un plan, en effet, plus ambitieux. C'est un plan de transformation. Alors, dans sa démarche, il est la suite logique du plan d'urgence. L'urgence, elle consistait au cours de ces derniers mois à préserver au maximum l'emploi avec un recours très très large aux procédures du chômage partiel. Mais là, on est dans quelque chose de tout à fait différent par son ampleur. Donc 100 milliards, jusqu'à présent, c'est une ampleur inconnue, ça fait 4 points de PIB en France, c'est absolument considérable. Par sa dimension européenne, effectivement, Michaëla a raison, ça s'insère dans un ensemble européen, et il y a une dimension européenne qui vient d'ailleurs même budgétairement du fait que un peu moins en réalité de 40 milliards, comme on l'a appris très récemment, sera versé par l'Europe au plan de relance français. Et puis par son ambition, puisque c'est un plan de modernisation plutôt que de relance. Alors comme vous savez, il se décline en 3 parties, mais d'une façon générale, il vise à travailler à l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Et pour ça, la baisse des impôts de production, je crois, est une mesure tout à fait importante. Il y a quand même 10 milliards d'impôts de production. Les impôts de production, je rappelle, sont évidemment les impôts qui ne sont pas liés au profit des entreprises. 10 milliards de moins sur un total de 109 milliards, c'est quand même tout à fait considérable en 3 ans. Bon, c'est quelque chose qui va évidemment contribuer à la compétitivité des entreprises. Et puis la transition énergétique, la transition numérique, l'accent mis sur l'innovation et sur l'emploi des jeunes, puisque près de 7 milliards d'euros seront consacrés à l'emploi des jeunes. Donc c'est quand même quelque chose de massif et je pense de très ambitieux, effectivement. Alors on peut avoir des réserves ou des inquiétudes, comme Michaëla l'a exprimé, mais il faut saluer l'ambition. Et d'ailleurs, je suis frappé du fait que tout le monde le fait, plus ou moins, puisque l'accueil, vous avez parlé, Philippe, du sondage qui le montre, mais l'accueil en général des Français a été très positif, plus de 70%, et l'accueil du corps politique, je dirais, du corps social. Dans les formations politiques, ce sont toujours les mêmes, comme par hasard, qui sont contre, par principe. Le Parti communiste, la France insoumise, le Rassemblement national, bien entendu. Mais sinon, l'ensemble du corps politique est pour, même le parti LR a décidé de voter le plan de relance, malgré les réserves émises d'ailleurs de façon très légitime par Monsieur Woerth sur l'alourdissement de la dette publique. Et dans l'ensemble, je trouve les critiques et les réserves qui ont été émises par les uns et par les autres, c'est-à-dire par quelques économistes, par un grand nombre d'esprits chagrins, par les syndicalistes, sont les critiques habituelles, c'est-à-dire l'éventuelle revendication des contreparties qu'il faudrait exiger en échange, entre guillemets, des cadeaux aux entreprises. Enfin, c'est la vieille rhétorique paléo-marxisante à laquelle M. Martinez et la CGT nous ont habitués. Mais surtout, ce que les syndicats demandent, on le voit bien dans leur l'effort de mobilisation, c'est pas tellement une révision du plan de relance. Ils demandent autre chose. Ils demandent l'abandon d'un certain nombre de réformes qui étaient en chantier. Ils demandent l'abandon définitif de la réforme des retraites, l'abandon définitif de la réforme de l'allocation chômage. Ils n'ont pas de véritable critique
pertinentes à formuler sur le plan de relance. Alors en revanche, il y a un grand nombre de questions pratiques, me semble-t-il, qui se posent et sur lesquelles on ne peut que s'interroger, on ne peut que poser des questions. On n'a évidemment pas les réponses pour la mise en œuvre concrète de ce plan. Dans le financement, il y aura un certain nombre de crédits anciens sur des projets déjà lancés qui vont être recyclés, par exemple. Donc, quelle sera vraiment la part de financement nouveau par rapport à des financements recyclés? C'est une question intéressante qu'il faudra suivre, une première. La seconde, c'est de savoir à quel rythme seront ouverts les crédits qui vont s'étaler sur quand même près de 3 ans. Ça commencera en principe avec janvier 2001, mais à quel rythme ces crédits seront-ils débloqués? Comment s'articuleront les crédits européens avec les crédits purement français? Voilà des questions qu'on ne peut que poser pour l'instant. Et puis, quel sera le suivi? Alors, il y aura un suivi de la part de l'exécutif pendant 2 ans et demi, et on voit déjà un petit millefeuille administratif nouveau se mettre en place. Il y a un comité de pilotage qui sera présidé par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui se réunira toutes les semaines. Il y aura un comité de la relance présidé par le Premier ministre, qui se réunira, lui, tous les mois. Et puis, il y a des sous-préfets à la relance. Voilà, un nouveau titre auquel on n'avait pas pensé encore quand on a créé le corps préfectoral et l'École nationale d'administration qui vont être mises en place pour assurer le relais dans les collectivités territoriales du plan de relance. Donc l'État triomphe, l'État colbertiste n'a jamais été aussi fort en France qu'avec ce plan de relance, mais j'espère que c'est pour le bien général. Jean-Luc Bourlange. Oui, je crois que le problème qu'a posé Michaela est assez central sur l'économie globale de ce plan. Est-ce que c'est un plan de relance comme le font les Allemands? Ils font un plan de relance, un plan de soutien à la conjoncture face à une conjoncture déprimée par la pandémie, ou est-ce que c'est un plan de modernisation? Alors je crois que ce plan, c'est les deux à la fois. Il s'appelle France Relance. En réalité, il mêle des éléments de relance importants et des éléments de modernisation. Je ne crois pas que ce soit un défaut en soi, parce que il faut reconnaître que l'économie française a besoin de transformation structurelle, a des besoins certainement plus importants que l'économie allemande, qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus adaptée aux exigences du marché mondial que l'est l'économie française. Donc il n'est pas absolument anormal que face à une crise qui, en plus, atteint très profondément les joyaux de l'économie française, c'est-à-dire le tourisme, l'automobile, comme les Allemands d'ailleurs, et l'aviation, c'est quand même des choses tout à fait, la construction aéronautique, tout ça est absolument central. Les activités culturelles, je veux dire, on est vraiment en France dans l'œil du cyclone. Donc il est normal qu'on refasse quelque chose. D'ailleurs, je trouve que l'un des défauts de ce plan qui, globalement, me paraît assez satisfaisant, je vois pas très bien ce qu'on peut lui reprocher d'important, et qui est apprécié comme tel par beaucoup de gens, il y a cependant le fait que il n'y a pas vraiment une réflexion approfondie sur les transformations sectorielles. Certes, on a mené des actions particulières sur les différents secteurs. Il y a certaines dispositions comme l'avion à hydrogène ou des choses comme ça d'encouragement qui vont dans ce sens-là, mais il n'y a pas vraiment une prise en compte suffisante en termes de relance notamment et en termes d'adaptation structurelle des difficultés. On aurait très bien pu imaginer, ce qui a été suggéré par certains, un traitement fiscal différentiel pour les restaurateurs, qui voient leur chiffre d'affaires globalement atteint, amputé de 20, 30, 40% par les mesures de distanciation sociale. Donc, il y avait... Bon, là, on peut pas dire qu'on ait mis un fort accent là-dessus. Mais sinon, je trouve que le fait d'avoir un système qui traite à la fois de la relance et de la modernisation, ça n'est pas en soi un inconvénient, sauf que dans l'exécution, je crois qu'on aurait gagné à bien distinguer. Je trouve que c'est pas très clair ce qui va être fait dans les
3 mois qui viennent, ce qui va être fait dans les 2 ans qui viennent, ce qui va être fait dans les 10 ans qui viennent. Et je crains, notamment pour tout ce qui est de l'écologie, je crains des phénomènes de thrombose, de blocage, d'incapacité à suivre, notamment ces mesures d'encouragement à l'isolation des bâtiments, c'est certainement utile, mais l'approche de réduction énergétique impliquait sans doute quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus global, un diagnostic reposant sur tout un ensemble de leviers et mis au service d'un objectif chiffré, alors là, en matière de réduction de la dépense énergétique. Mais ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire dans l'instant, qui ne peut se faire que dans les 2 ans. Donc je trouve qu'il y a un problème d'échelonnement des mesures qui est posée, surtout que l'État donne quand même depuis 6 mois l'impression d'être globalement empoté. Je ne parle pas du gouvernement, je parle de l'État. L'État est globalement empoté face à toutes les mesures qu'il est supposé prendre. Il est à la fois lent, rigide, uniforme, alors qu'on le voudrait rapide, agile, comme on dit au patronat depuis quelques années. On le voudrait diversifié, réactif, etc. Bon, c'est pas la marque de fabrique. Donc je crains qu'on ait des problèmes. Alors je voudrais faire une remarque sur les choix, l'écologie. C'est vrai, Blanchard dit à juste titre que c'est pas évident. L'insistance mise sur la priorité écologique depuis le début a quelque chose d'un peu étrange, parce que précisément l'action écologique, qui est évidemment essentielle, s'inscrit dans une temporalité très longue. C'est un travail sur 5, 10, 20 ans. Et c'est donc, c'est pas tellement quelque chose qui est appelé par un plan de relance qui devrait prioritairement se concentrer sur la détresse des entreprises, sur la détresse morale et sociale des chercheurs d'emploi, des gens qui sont licenciés, des jeunes. Donc il y a quelque chose. Et on peut se demander pourquoi on insiste tellement. Moi, j'ai une explication un peu magique. C'est que je crois que il y a globalement le sentiment qu'on s'est mis à dos la divinité et que la divinité nous a frappés. Avant, elle a envoyé le déluge. Là, elle a envoyé le virus, la pandémie. Et que donc, il faut, comme les tribus africaines, en période de sécheresse aggravée, font quelques sacrifices humains pour essayer de se ménager la faveur de Dieu, les dieux, eh bien là, on se dit, il faut faire quelque chose pour être à nouveau d'accord avec la nature. Alors, je dis pas d'ailleurs que la pandémie est sans lien avec les grands choix écologiques qu'on a fait depuis longtemps, mais c'est pas du tout la même temporalité, là encore. Et donc, on a, alors, ce sont des actions de grâce ou des actions propitiatoires. On demande à la divinité d'être clémente parce que nous avons certes péché, d'où d'ailleurs l'insistance dans les mesures écologiques que l'on prend sur les aspects sacrificiels, punitifs, individuels, bien plus que sur un plan cohérent de réduction des consommations, etc. Et là, la consultation animée par notre ami Pêche a fait merveille parce que les gens sont battus la coulpe de tous côtés et donc ça marche. Donc je trouve qu'il y a un choix, c'est un peu excessif si vous voulez. Moi je trouve que j'aurais vraiment préféré que le 3e volet, le volet d'accompagnement social, alors là, y compris structurel, on aurait pu faire, il y a quand même le traitement de la jeunesse dans ce pays est absolument incroyable. Les jeunes, les conditions dans lesquelles les étudiants sont logés, à quel prix, etc. L'organisation de l'université, des gars et des filles qui, au bout d'une licence, on les rejette comme ça, sans que les universités, parce qu'elles ne sont pas faites pour ça, soient en mesure d'essayer de les orienter vers des emplois. Le fait que l'éducation nationale, malgré les efforts louables de Blanquer, continue à produire beaucoup d'analphabètes, beaucoup de gens, que le permis de conduire n'est pas donné aux jeunes, ce qui fait qu'on multiplie les gens. Il y a tout un ensemble de dysfonctionnements sur lequel on aurait pu agir et donner des signes extrêmement tangibles de solidarité avec ces cohortes qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui et qui sont dans une situation de détresse particulière par rapport à toutes celles qui nous précèdent. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose.
sur le second volet, sur les impôts de production, c'est très bien, sauf que je suis assez d'accord avec ce qui est dit ici et là, notamment par mon ami François Eccal, à savoir que c'est pas le mode impôt de production sur lequel on a mis accent. On attaque la valeur ajoutée qui, précisément, la valeur ajoutée, c'est lié plus ou moins à la production. On aurait vraiment mieux fait de se concentrer sur les vrais impôts de production. En plus, c'est un impôt sur les collectivités territoriales, donc on va compenser, on va une fois de plus réduire un financement pour une ressource pour les collectivités territoriales qu'on va financer par une subvention. Ça va donc un peu dans le sens de la réduction de l'autonomie des dites collectivités. Or, j'avais compris que c'était plutôt l'inverse. Mais enfin, l'ensemble, c'est bien de faire les impôts de production, et je voudrais qu'on cesse alors le discours sur les contreparties. Le discours sur les contreparties, c'est une ineptie de la CGT. Oui. C'est de dire qu'on fait un cadeau aux entreprises. L'État ne fait pas un cadeau aux entreprises. L'État a le devoir de fixer le prélèvement fiscal et social à un niveau optimal pour la production, pour la croissance et l'emploi. C'est le boulot de la puissance publique. Ensuite, les chefs d'entreprise font leur travail. Mais on ne va pas demander, en échange d'une mesure générale qui est simplement d'ajustement de notre politique fiscale et sociale aux besoins réels de l'économie, on ne va pas demander à des chefs d'entreprise qui ne peuvent pas s'engager collectivement des contreparties en disant vous allez créer 50 emplois ici, 30 emplois là, ce qui est une garantie d'absurdité. Il faut sortir de cette logique, de cette idée même de contrepartie. Enfin, alors, je voudrais dire un mot sur le financement. Sur le financement, moi, vous savez, je viens de la Cour des comptes. Donc, comme me disait un de mes collègues, président de chambre actuellement à la Cour des comptes, il me disait on n'a pas beaucoup la presse, on n'a pas beaucoup la cote en ce moment parce que c'est plutôt, on fait plutôt danser l'anse du panier. Mais je crois qu'il y a une justification. Je pense qu'il y a une justification par la nature de l'épreuve qui nous est imposée. C'est une épreuve exceptionnelle qui se concentre sur un moment, sur une conjoncture particulière, sur un moment relativement réduit, qui impacte, comme on dit en bon français, qui impacte des catégories, des générations extrêmement précises, qui sont les cohortes qui arrivent sur le marché du travail. Il est normal d'étaler. Il est normal d'étaler la prise en charge sur plusieurs années. Bien sûr, il s'agit de rembourser ses dettes. L'idée de Mélenchon qu'on peut continuer à emprunter indéfiniment sans rembourser ses dettes, mais on va rembourser, et on va rembourser en se réendettant, etc., et en espérant que les taux d'intérêt vont pas flamber, ce qui nous mettrait en situation difficile. Mais l'étalement sur plusieurs années, c'est justifié. À ceci près, je suis d'accord avec Éric Woerth quand il dit ça, à ceci près que le gouvernement devrait bien distinguer ce qui relève justement de ces actions, alors là, de relance, ces actions immédiates, ces actions conjoncturelles, ces actions non durables et qui peuvent être, qui sont susceptibles d'être étalées, et ce qui relève de politique à long terme sur lequel on doit retrouver un équilibre financier. Donc je crois que là, M. Castex nous doit des explications, et M. Le Maire nous doivent des explications plus approfondie, plus sérieuse sur la façon dont on équilibre ces dépenses, même si le principe de l'endettement, je crois, aidé par l'Europe, n'est pas contestable. Marc-Olivier Padis. Moi, je partage la sollicitude de Jean-Louis pour les jeunes générations, notamment celles qui arrivent directement dans l'enseignement supérieur à l'université, qui connaît une rentrée particulièrement difficile avec les gestes barrières, plus une arrivée supplémentaire de jeunes qui, en plus, ont connu une année difficile. Mais alors, il faut aller jusqu'au bout et prendre en compte aussi leur inquiétude pour l'environnement. Et donc, pour dire un mot là-dessus, je pense que nous n'avons pas, à chaque fois que nous parlons d'environnement, basculé complètement dans l'irrationnel, même s'il y a cette idée un peu de la Terre Gaïa qui nous a tous punis parce que nous n'avons pas mené les bonnes actions. Et l'écologie, d'ailleurs celle qui a été un peu promue par la Convention citoyenne, elle n'est pas forcément punitive. Il y a une visée de qualité de vie. Quand on essaye quand on veut, par exemple, faire isoler des logements,
c'est pas simplement pour éviter les émissions de gaz à effet de serre via le chauffage, mais c'est aussi un plus grand confort, moins de dépenses, donc de la qualité de vie. Et donc, c'est pour dire que les mesures environnementales ne sont pas l'ennemi de la qualité de vie. Et on peut pas voir dans toutes ces choses, par exemple, la relance du train, c'est aussi une chose qui participe à la qualité de vie. Donc, toute l'écologie n'est pas punitive. C'est vraiment... Oui, mais si la SNCF rend des services à ce moment-là, c'est profitable pour tout le monde. Oui, sur l'isolation, je pense que ce serait intéressant que plusieurs organes de presse se penchent sur la réalité, parce que des échos que j'entends ici et là, et dans diverses régions, ça ressemble beaucoup, dans bien des cas, à une escroquerie, où après avoir expliqué aux gens tout ce qu'ils vont pouvoir gagner ou ne pas dépenser en étant isolés, l'isolation est faite avec, je dirais, légèreté. Donc, s'il pouvait y avoir des renseignements plus approfondis que ce sentiment que je viens d'exprimer, je pense que ça serait tout bénéfice. Il y a des labels quand même sur la qualité. Gare à la Mérule. Tous les propriétaires de résidences secondaires savent qu'une atmosphère trop confinée est un champ propice au développement de la mérule, qui est quand même une vraie plaie. Oui, c'est Michaela Wiegel. Oui, je voulais dire un mot sur ce que François vient de mentionner, ces fameux sous-préfets pour la relance, et aussi cette idée en quelque sorte que finalement on a fait une grande erreur en renonçant au plan. Je pense, alors qu'on assiste à un rapprochement assez spectaculaire entre la France et l'Allemagne en termes d'idées économiques, je pense cette idée d'une économie planifiée qui en quelque sorte prendrait mieux en charge les défis du futur risque de nous séparer durablement. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à ce qui se passe dans ce que Bloomberg a qualifié la mer la plus dangereuse du monde, c'est-à-dire la Méditerranée, et aussi un peu Ulysse, ça, oui. Et aussi un peu la mer Égée. Le 10 août, la Turquie a envoyé un navire de prospection sismique escorté de navires de guerre pour sonder les fonds marins d'une zone qu'elle dispute à la Grèce, à la recherche d'hydrocarbures. En réponse, Athènes a déclenché des manœuvres navales, auxquelles ont répondu des exercices militaires turcs accompagnés d'une surenchère de menaces entre la Turquie, la Grèce, Chypre, mais aussi la France, qui a dépêché le 13 août à Chypre 2 Rafales et 2 bâtiments de la Marine nationale en soutien à la Grèce. Ce bras de fer n'est que le dernier acte d'un conflit latent depuis des décennies entre la Grèce et la Turquie à propos du partage des eaux en mer Égée et en Méditerranée orientale. Il porte notamment sur la notion de zone économique exclusive, instaurée en 1982 par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay, qui n'a jamais été ratifiée par la Turquie. La Grèce la revendique, la Turquie la rejette. Le président turc a déclaré début septembre, je cite, « Ils vont comprendre que la Turquie est assez forte politiquement, économiquement et militairement pour déchirer les cartes et les documents immoraux ». Le conflit gréco-turc a pris une toute autre dimension avec la découverte ces 10 dernières années d'importantes réserves de gaz naturel en Méditerranée orientale, réserves dont la Turquie n'a pas bénéficié, faute, estime-t-elle, d'une reconnaissance de ses droits sur certaines zones disputées. Elle revendique le droit d'exploiter des gisements d'hydrocarbures dans une zone maritime qu'Athènes estime relever de sa souveraineté. Le 10 septembre, Emmanuel Macron a réuni en Corse 6 de ses homologues des pays européens riverains de la Méditerranée, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, Malte, la Grèce, Chypre, pour tenter de constituer un front commun européen face à une Turquie dont il déplore qu'elle ne soit plus un partenaire dans cette région. Paris et Athènes entendent porter ces tensions au cœur de l'agenda de l'Union lors du prochain sommet européen les 24 et 25 septembre, avec à la clé la menace de sanctions contre la Turquie. D'ici le sommet, les Européens espèrent pousser la Turquie, qui dispose du levier migratoire pour faire pression sur l'Union, à discuter les termes d'un accord avec la Grèce sous médiation allemande. Début septembre, la Méditerranée orientale a été qualifiée, je l'ai dit, de mer plus dangereuse du monde par l'agence Bloomberg, position partagée par le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, selon qui la moindre étincelle pourrait conduire à une catastrophe. Le soutien diplomatique et militaire de Paris à Athènes ne se démentant pas, les 2 pays ont finalisé le 12 septembre un accord prévoyant notamment la livraison à la Grèce de 18 avions de combat Rafale. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Alors, Philippe, vous avez donné les différents éléments de cette affaire qui est extrêmement complexe en réalité et il n'est pas simple de chercher à clarifier. Mer la plus dangereuse du monde, oui, on peut parler du Lys, mais on peut aussi dire que ce titre pourrait échoir à la mer de Chine du Sud. Et en réalité, il y a un parallèle que personne ne fait d'ailleurs, qui est extrêmement criant pour moi, entre ce qui se passe dans la mer de Chine du Sud et ce qui se passe en Méditerranée orientale. Dans les deux cas, vous avez une puissance dominante, la Chine dans un cas, la Turquie dans l'autre, qui réclame des droits qui ne lui sont pas donnés par le droit de la mer. C'est vraiment ça. Mais qui estime que le droit de la mer n'est pas applicable. Alors les Turcs disent qu'il n'est pas applicable à cause de l'imbrication des îles du Dodécanèse dans la géographie de l'Anatolie et de la mer Égée. Et effectivement, les principes de la Convention sur le droit de la mer de Montego Bay ne sont pas applicables quand il y a une telle complexité topographique. Et la Chine, elle, dit, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, le droit de la mer et les Nations Unies. Il y a des traditions qui remontent à 5 millénaires qui font que c'est la mer de la Chine. Et puis voilà. Et allez vous faire voir. C'est à peu près cela. Alors, je trouve que c'est un parallèle qu'il faut faire parce qu'il y a deux mers les plus dangereuses du monde. Demain, on aura une crise dans le détroit de Formose et on nous dira la mer de Chine, la mer la plus dangereuse du monde, bien entendu, est la mer de Chine orientale. Revenons à la Turquie. Nous avons une situation conflictuelle très dangereuse pour l'instant. Vous en avez donné les éléments, Philippe. Il y a les recherches sismiques effectuées par les Turcs. Il y a des affrontements maritimes. Il y a eu des tête-à-tête maritimes parfaitement dangereux entre la Turquie et la France et entre la Grèce et la Turquie. Il y a l'attitude menaçante de M. Erdogan et la rhétorique belliciste terrible parce que tous les jours, il trouve des nouveaux noms d'oiseaux pour qualifier M. Macron. De temps en temps, c'est un Napoléon de pacotille, de temps en temps, enfin bref, peu importe, mais le mode général est extrêmement agressif et nous avons cet imbroglio gréco-turc qui est très ancien et qui, évidemment, au moment où on va commémorer le 100e anniversaire du traité de Sèvres qui date de 1920 et celui du traité de Lausanne qui date de 1923, tout ceci est très chaud dans l'actualité politique turc, bien entendu. Donc nous avons une situation qui est explosive et qui est exacerbée par des découvertes récentes de gisements de gaz dont on pense qu'ils sont très importants, mais dont la taille exacte n'est pas encore complètement délimitée. Mais enfin, il ne s'agit pas de choses anecdotiques, il s'agit de gisements de gaz importants au large de Chypre. Alors j'en profite pour dire que tout ceci remet au premier plan une crise qui est tellement entrée dans la vie, dans les mœurs, qu'on n'en parle plus jamais, qui est la crise de Chypre, qui date de 1974 quand même, et que la République de Chypre n'est pas reconnue par la Turquie, et que la République turque du nord de Chypre n'est reconnue par personne d'autre que la Turquie. Et nous avons quand même cette espèce d'abcès qui est au cœur de la crise actuelle. Alors, si on s'élève au-dessus des contingences actuelles, derrière cette confrontation, on trouve en réalité une politique clairement expansionniste de la Turquie et une politique qui peut s'analyser comme une espèce de révisionnisme nationaliste dont M. Erdogan s'est fait évidemment le champion. Nous avons un Erdogan qui nourrit un rêve impérial, si j'ose dire. Il entend que la Turquie devienne la puissance dominante en Méditerranée orientale. Il est nostalgique de la grande époque ottomane et il a même accepté que l'on donne à sa politique étrangère le titre de politique néo-ottomane à un certain moment. Il est mu par un revanchisme anti-occidental qui est très clair, qui se manifeste en Syrie, qui se manifeste en Libye, qui se manifeste en mer Égée, et qui s'analyse comme une espèce d'effort pour venger ce qu'il estime avoir été l'affront infligé par l'Union européenne en gelant la négociation d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui n'est
une question qui n'est plus d'actualité, comme on dit en Europe dans le langage autorisé. Et puis, il cherche une autonomie stratégique et il s'affranchit finalement de toutes les tutelles. Il est membre de l'OTAN, bien sûr, mais il achète des systèmes de défense aérienne russes, les S-400, qui ont entraîné des sanctions du côté américain, parce que les Américains ont refusé de lui vendre des avions de nouvelle génération. Et puis le rôle qu'il joue en Syrie contre les Kurdes, le rôle qu'il joue en Libye aux côtés du gouvernement de Tripoli, les intelligences qu'il nourrit avec les frères musulmans, tout ceci alimente une politique qui ne peut évidemment qu'inquiéter l'OTAN, l'Union européenne et beaucoup de ses voisins, au premier rang desquels, bien entendu, la Grèce. Alors, chemin faisant, le contentieux avec la France s'est évidemment considérablement enrichi. Il n'est pas nouveau, je crois qu'il faut le rappeler. Aujourd'hui, c'est M. Macron que M. Erdogan traite de nom d'oiseau, mais hier, c'était M. Sarkozy. C'était la même chose. En réalité, la brouille franco-turque, elle remonte très largement à la présidence Sarkozy, mais elle trouve une manifestation nouvelle dans le conflit actuel avec le Grèce. En réalité, ça fait une dizaine d'années que le rôle de la Turquie en Méditerranée orientale et au Levant, au Proche-Orient, a cru en proportion exactement inverse de la diminution du rôle et de l'influence de la France dans cette région. Et nous arrivons aujourd'hui au point de rupture. Alors un dernier mot, si vous permettez. Est-ce que tout ceci est dangereux ? La réponse est oui, bien entendu. C'est dangereux parce que quand on en est à des gesticulations militaires, quand on en est à bouger des bateaux de guerre et des avions dans un milieu inflammable, c'est forcément dangereux par essence. Il n'y aura pas de solution militaire au conflit actuel. Il ne peut y avoir qu'une solution négociée, c'est clair. La diplomatie allemande s'est déployée pour essayer de promouvoir, de mettre en tout cas les protagonistes autour de la table. Nous ne pouvons qu'approuver cela. Et il y a une espèce de distribution des rôles entre la France et l'Allemagne pour l'instant. À côté good cop, bad cop, en réalité, beaucoup plus qu'une mésentente. Michaela Wiegel. Oui, beaucoup a été dit. Je pensais à un moment donné, quand vous avez dit, François, que le rôle les ambitions néo-ottomanes de la Turquie ont monté au fur et à mesure que l'influence de la France a diminué. J'avais je pensais que vous alliez dire au fur et à mesure que l'influence américaine dans cette région allait diminuer. J'ai l'impression, on vit quand même dans cette zone, en concentré le manque ou le vide que l'absence de Pax Americana a laissé. Absolument. Et donc, comme vous faites bien de dire que tous ces tensions sont fondées sur des conflits anciens, c'est absolument rien de... Alors là, moi, ce qui me fascine, c'est que je pense on est quand même dans une nouvelle phase, même encore pas très avancée, d'élaboration d'une politique européenne de politique étrangère. Et donc, on voit justement... bien sûr, la diplomatie allemande a une autre sensibilité, je dirais, depuis les traités de Sèvres et tous les traités des banlieues, des grandes villes autour de Paris. Mais aujourd'hui, je vois effectivement un partage de rôle. Après les dernières insultes de Erdogan vis-à-vis du président Macron, Angela Merkel, en tant que présidente du Conseil européen, a eu une conversation avec Erdogan pour justement essayer de désescalader. Il a promis pour l'instant de retirer ses bateaux d'exploration, même s'il a dit que ce n'est pas une fin de ces explorations, mais en tous les cas, elle était dans son rôle de médiation. Alors, un dernier point probablement de ce que je vois qui puisse en quelque sorte menacer ce partage de rôle entre la France et l'Allemagne, les deux puissances dominantes aujourd'hui pour élaborer la politique étrangère. Et c'est que le soutien français qui vient sous nous défendant nos partenaires européens est quand même aussi alimenté par des intérêts
de commerce, de vente d'armes, et le récent deal de vente des Rafales à la Grèce montre bien que ce n'est pas complètement une démarche désintéressée, et je crois là, on est dans un équilibre très précaire, puisque l'Allemagne a aussi pas mal de ventes d'armes à la Turquie. Donc, je pense qu'il va falloir trouver vraiment une solution entre sanctions et affaires avec un partenaire européen. Marc-Olivier Padis. Oui, je ferai juste 2 remarques très brèves parce que beaucoup a été dit. La première, c'est je trouve vraiment, sur le partage des rôles entre France et Allemagne, ça renvoie aussi aux cultures politiques nationales et aux situations institutionnelles. Parce que je trouve sur ce dossier, on touche vraiment du doigt les limites du domaine réservé, les inconvénients du domaine réservé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de débat interne en France sur la stratégie française dans la région. Et on est un peu gêné même de lire dans la presse le parallèle qui est fait entre Macron et Erdogan, comme si c'était une question de personne, comme si c'était 2 leaders de l'exécutif qui simplement éprouvaient leur force. Alors, moi, je ne néglige pas les avantages que présente dans le système institutionnel français une certaine marge de manœuvre qui est laissée au président de la République, notamment pour prendre des décisions rapides d'un point de vue militaire. Mais enfin, quand même, l'absence complète de débat politique en France sur nos intérêts dans la région finit par être gênant. Le silence complet du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qu'on n'entend presque jamais, qui n'explique jamais la politique française, finit par faire qu'il y a un moment, on n'y comprend plus rien. C'est-à-dire, on est opposé, par exemple, à la Russie sur tous les dossiers, sauf sur celui-là où on est du côté de la Russie. On est allié plus ou moins avec les Émirats arabes unis sur ce dossier comme sur d'autres. On ne comprend pas bien pourquoi. Quelle est la convergence de vues entre la diplomatie française et l'Égypte ? C'est difficile à comprendre, à la fois sur le terrain libyen et par rapport à la Turquie. Et en fait, là, il y a quand même beaucoup d'éléments. Alors, on dit, d'accord, on lutte contre le terrorisme d'une part, et d'autre part, on est aux côtés de nos alliés grecs. Mais on sent bien que tout ça est un peu court, avec des dossiers quand même extrêmement entremêlés, complexes, et où se redessine en fait le jeu des puissances aujourd'hui, et sur lequel je pense qu'on aurait besoin de beaucoup plus d'éclairage. Et la deuxième remarque très courte, c'est que tout ça nous rappelle, je trouve, quand même les débuts de l'Europe, c'est-à-dire la communauté européenne du charbon et de l'acier, où l'enjeu c'était d'arrêter les rivalités sur des ressources fondamentales. Et ici, on a le cas, c'est-à-dire qu'on a des ressources en gaz naturel et des pays autour qui en ont un besoin important, en même temps qu'il faut maîtriser, parce que tout ce gaz, c'est pas très bon pour la transition climatique. Mais en fait, il faudrait réussir à penser aujourd'hui une communauté méditerranéenne du gaz et de la protection marine qui apporte un peu de pacification dans cette région qui est effectivement explosive. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que vous avez vraiment tout dit sur la question. Je voudrais simplement soulever un point. Je pense qu'on ne doit pas sous-estimer que M. Erdogan a globalement échoué dans tout ce qu'il a fait sur le plan international ces dernières années. C'est toute cette entreprise très très forte, très véhémente, il s'est brouillé avec tout le monde. Il est brouillé évidemment avec la Syrie, ça c'est évident. Il est brouillé avec les Russes. Pas vraiment. Quand même, ils ont tué des gens, ils sont vraiment en conflit sur le dossier syrien. Il est pas bien avec Israël, alors que traditionnellement la Turquie était bien avec Israël. Il est brouillé avec l'Égypte. Il est évidemment brouillé dans des conditions que l'on sait qui ne sont pas à l'honneur de l'Arabie saoudite, avec l'Arabie saoudite. Ça fait beaucoup pour une stratégie ottomane. Ça fait quand même. Et donc, et en plus, il a une situation économique difficile et une situation politique qui fait qu'il a quand même été battu dans quelque chose qui n'est pas rien, qui est la ville d'Istanbul, qui est quand même, je sais pas, la moitié, c'est certainement la moitié économique, la moitié de la Turquie, hein. Pas en termes démographiques, enfin, c'est énorme, mais en termes économiques, c'est le poumon. Donc, il est quand même dans une situation très difficile. Du coup,
c'est back to basics. On revient, et qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est de se taper les Grecs. Et donc, on revient à Venizelos, Kemal, etc. Et donc, on retourne à Lausanne. Bon, il y a quand même quelque chose de... Il faut bien voir que c'est pas la violence verbale, qui est quand même très déplaisante, c'est complètement... C'est un signe de faiblesse d'injurier les chefs d'État étrangers dans les termes qu'il emploie. On peut penser ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, mais ça n'est pas l'usage, ça n'est pas un signe de force d'en user ainsi. Cela dit, maintenant, reste... Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes quand même très faibles. Alors, il faut quand même pas oublier les souvenirs. Hein. L'Allemagne était alliée de la Turquie pendant la Première Guerre mondiale. Nous étions alliés de la Grèce. Il y a quand même des choses qui restent dans tout ça. On n'a pas les mêmes tropismes. Madame Merkel est quand même très consciente du fait que Erdogan a le pouce levé ou le pouce baissé sur le torrent migratoire. Moi, quand j'étais allé en Bulgarie récemment, les Bulgares m'ont dit, écoutez, c'est très simple, si Erdogan le veut, il n'y a plus de Bulgarie demain. Il ouvre les frontières, on a des hordes de réfugiés syriens qui débarquent et on ne sait vraiment pas quoi faire. Donc, et je pense que, d'ailleurs, je pense que c'est légitime ce qu'a fait Mme Merkel, même si elle l'a fait dans des conditions qui n'étaient pas très, très brillantes sur le plan procédural vis-à-vis de l'Union européenne. Mais il est légitime d'avoir un troc avec la Turquie en disant, on vous paye pour que vous assuriez le contrôle de ces gens. Là, on a une vulnérabilité. Nous sommes quand même... il ne faut pas qu'on fasse les matamores. Hein. On n'a quand même pas un investissement militaire si considérable. On a certes des choses, mais je ne pense pas que notre pays soit prêt à entrer dans un véritable conflit avec la Turquie, alors que je pense que les Turcs sont tout à fait capables d'avoir un conflit avec nous. Donc je pense qu'il y a là une asymétrie qui est dangereuse. Et je partage vraiment l'inquiétude de François en disant que c'est une situation qui, précisément en raison de la faiblesse structurelle de la politique d'Erdogan, peut se révéler très dangereuse. François Bujon de l'Étang. Oui, juste deux remarques très très rapides. La première en écho à ce qu'a dit Jean-Louis pour relativiser je suis d'accord avec vous sur le fait que la Turquie est brouillée avec tout le monde, alors qu'en principe, la politique néo-ottomane, c'était zéro problème avec les voisins. Mais c'est relativiser avec la Russie, parce que la Russie et la Turquie d'aujourd'hui partagent un même souci qui est d'évacuer l'influence occidentale au Proche et au Moyen-Orient. Et ils ont beau, de temps en temps, s'abattre un avion ou avoir un incident ou être en Libye, chacun d'un côté différent. Un coup de fil Erdogan-Poutine arrange le tout, et l'objectif commun, ça reste quand même d'évacuer les Occidentaux de cette zone. Première remarque. Et la deuxième, c'est que vous avez parfaitement raison de dire qu'Erdogan a échoué dans beaucoup de choses, mais plus il échoue, et plus son nationalisme et son expansionnisme extérieur deviennent intransigeants et virulents. Et ça, c'est le vrai danger, car en réalité, il a perdu les municipalités d'Istanbul et d'Ankara, il y a des élections qui se profilent, l'économie turque est en capilotade, les livres turcs baissent, mais lui, il répond à tout ça en faisant vibrer la corde nationaliste, ultranationaliste en Turquie, et en s'alliant sur base locale avec le parti ultranationaliste qui complémente aujourd'hui la base islamiste de l'AKP. Nous sommes arrivés à la dernière de nos séquences, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en faisant un appel aux autorités régionales et départementales de Normandie sur un projet qui s'intitule l'hommage aux héros et qui n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, très clair. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il s'agit vraiment d'un exercice d'hommage, en effet, d'exercice de mémoire, il s'agit bien entendu du débarquement, ou s'il s'agit, comme la presse l'a dit, le responsable, M. Denoncourt, de ce spectacle nie que ce soit le projet, mais d'un Diderland ou bien d'un Puy du Fou normand. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'il s'agit de trouver une nouvelle façon de faire de l'argent, de mettre des boutiques, de vendre des t-shirts et des porte-clés et autres activités, comme c'est le cas dans beaucoup de ces nouvelles manifestations historico-mémorielles, ou bien est-ce qu'il s'agit vraiment de rendre un hommage aux combattants français, américains, allemands, canadiens, australiens, etc.,
du débarquement. Il y a dans le Monde une tribune signée d'un médecin, le docteur de Rosier, d'un professeur à l'université de la Sorbonne et aussi journaliste qui est Bertrand Legendre, et puis de Gilles Perrault, qui est l'écrivain que l'on sait, qui pointe du doigt des dérives qui seraient, je dirais, tout simplement écœurantes. Marc-Olivier Padis. J'ai lu cette semaine le dernier livre de Jean Rollin, Le Pont de Beson, chez POL. Jean Rollin nous offre régulièrement de grandes promenades, pas toujours exotiques, mais qu'il raconte avec un grand sens du détail. Il avait ainsi arpenté les boulevards de Ceinture à Paris ou le détroit d'Ormuz. Il choisit cette fois-ci de marcher le long de la Seine entre Melun et Mantes. Et on ressent à la lecture un double décalage. D'abord un décalage de rythme, c'est-à-dire qu'il marche à pied là où d'habitude on traverse sur l'autoroute assez rapidement, ou en train ou en RER, ce paysage. Et puis un décalage d'échelle, puisque la Seine est censée structurer l'Île-de-France dans le grand paysage d'Île-de-France. Et lui, il la regarde au bord du chemin, sur les rives, et il essaye de franchir tous les obstacles. Il ne cesse de buter sur des friches, des usines, des grillages, des piliers d'autoroute, des routes encombrées par les semi-remorques. Et donc, c'est vraiment une vue de près de la Seine dans un milieu hyper urbain très dense, mais avec une double surprise, c'est qu'il est à la fois aussi un peu naturaliste et qu'il arrive à observer des oiseaux, des cygnes, etc. Et puis, un retour de mémoire un peu inattendu au milieu du livre qui fait de ce récit de voyage une sorte d'esquisse autobiographique. Michaela Wiegel. Oui, moi je voulais recommander un très beau livre sur le fleuve qui nous lie, le Rhin. Alors ce livre attend encore une traduction française, donc c'est un conseil pour tous les germanistes qui nous écoutent. Le titre est Le Rhin. Tout cool, un voyage. Et vraiment, c'est très beau avec des textes d'Elke Heidenreich et des photos d'un photographe dont le nom m'échappe, mais qui a vraiment su mettre en image ce fleuve qui nous unit. Et qui a tenu dans notre verre, comme vous savez, puisque nous l'avons eu, votre Rhin allemand. François Bujon de l'Étang. Moi, je voulais dire simplement et très vite le plaisir que j'ai eu à lire le dernier petit livre d'Emmanuel de Varesquiel, consacré à Stendhal, qui s'appelle « J'ai tant vu le soleil ». C'est un petit livre, effectivement, publié chez Gallimard dans la collection blanche, écrit au fil de la plume. Mais quand cette plume est élégante et incisive comme celle d'Emmanuel de Varesquiel, c'est évidemment un plaisir. Il retrace l'itinéraire à la fois personnel et littéraire de Stendhal. Et si quelqu'un de nos auditeurs ayant lu ce livre résiste à la tentation de relire pour la 6e fois La Chartreuse de Parme, c'est que son cas est vraiment désespéré. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi j'ai commencé, j'ai pas été très loin encore, mais j'ai commencé à faire quelque chose que je ne fais plus depuis longtemps, mais je crois que je vais m'y remettre, qui est de lire un roman. Je pense que j'ai atteint un degré de désespérance suffisante sur la vie collective pour avoir vraiment besoin de me retremper dans les romans. Et là, on ne se refait pas. Vous savez que dans l'encyclopédie de cinéma, le dictionnaire de cinéma de Tullard, la présentation de Guerre et paix est ainsi rédigée: chassés-croisés amoureux sur fond de guerre napoléonienne. ce que je trouve assez intéressant comme présentation. Et là, j'ai pris, donc l'ancien député européen, j'ai pris le livre de Jean-Philippe Toussaint, Les émotions. Alors, il y avait la clé USB, c'est un peu moins bien que la clé USB, mais c'est quand même intéressant. Alors, c'est un écrivain belge, Toussaint, on connaît ses parents, notamment Madame Toussaint avait une librairie en Belgique où je fais naguère une conférence. Bon, il n'a pas obtenu le prix Goncourt il y a 2 ans, alors c'est quand même comme dans Guerre et paix, c'est-à-dire que c'est sur la communauté européenne, sur le Brexit, et ça s'appelle les émotions. Si c'est pas oxymorique d'avoir des émotions dans le système techno-européen, et tout repose là-dessus. C'est une espèce de mise en parallèle entre le destin d'un homme dont le couple se brise et qui renouvelle un peu la chose quand même, avec le Brexit. Et alors il y a un fond d'aventure romanesque, enfin une trame d'aventure romanesque sur un fond de structure technocratique européenne. Pour moi, c'est une bonne transition de mon ancienne vie à ce qui sera peut-être
la future. Je profite de ce que vous venez de dire pour signaler à ceux de nos auditeurs qui auraient apprécié la série Parlement sur le Parlement européen qui avait été diffusée par la télévision nationale, qu'il y aura une deuxième saison de cette série. Il me reste à remercier tous ceux grâce à qui cette émission s'est faite. Sophie Jacquin, avec qui elle a été préparée, Adrien Beccaria, qui en est l'ingénieur du son, Benoît Carré, qui lui assure le compendium, Nicolas Tourneau, qui s'occupe du site, Olivier Magloire qui s'occupe des plateformes de financement et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public.